Mesdames et messieurs, avant toute chose, je vous souhaite une très bonne année, pleine de santé et de belles choses. Je suis ravi d'intervenir à ce colloque virtuel et remercie chaleureusement Kevin Magné-Méran de m'y avoir convié pour aborder avec vous les clauses de communication. Sur ce sujet, 3 points. La notion tout d'abord, l'intérêt de la clause ensuite, quelques conseils de rédaction enfin. Communication est un terme moins usité dans les textes légaux et dans la jurisprudence que le terme notification. La communication n'est même pas envisagée par les lexicologues du droit, alors que la notification constitue bien une entrée des dictionnaires et des lexiques juridiques. Aussi, la communication semble être ignorée par les juristes, tandis que la notification en mérite les honneurs. L'atteste une impressionnante thèse en droit, publiée aux éditions Ciré dans les années 30, thèse soutenue par Mircea Diurma, sous la direction de René Desmogres, et est intitulée « La notification de la volonté, rôle de la notification dans la formation des actes juridiques ». Bien que proches, ces deux notions ne sont pas synonymes. La notification apparaît plutôt comme un moyen de communication, un moyen par lequel une personne porte quelque chose à la connaissance d'autrui. Le terme communication, en revanche, est plus large. La Convention des Nations Unies de 2005 sur l'utilisation des communications électroniques dans les contrats internationaux, convention que ne lit pas la France, définit la communication comme désignant toute mention, déclaration, mise en demeure, notification ou demande, y compris une offre et l'acceptation d'une offre que les parties sont tenues d'effectuer ou choisissent d'effectuer en relation avec la formation ou l'exécution d'un contrat. Une définition similaire est également fournie par l'article 27 de la Convention de Vienne de 1980 sur les contrats de vente de marchandises, qui est en vigueur en France et qui s'applique pendant toute l'exécution du contrat. C'est cette définition élargie qu'il convient de retenir dans la perspective des clauses de communication entre les parties, voire avec des intermédiaires. Soulignons encore, à propos de cette notion, que le terme communication est le terme qui est plutôt utilisé, souvent utilisé même, de manière préférentielle, par les contrats rédigés en langue anglaise et les contrats conclus dans l'espace de la common law. L'intérêt de la clause. Ces clauses présentent un intérêt non négligeable pour le bon fonctionnement du contrat, et ce d'autant plus que les contrats présentent souvent des insuffisances quant à la nécessité et quant aux modalités des communications. Voyons ainsi l'utilité de la clause pour le bon fonctionnement du contrat et l'utilité de la clause face à l'insuffisance des textes d'une manière successive. Commençons donc avec l'utilité de la clause pour le bon fonctionnement du contrat. Quant à cette utilité, remarquons initialement que les situations où la communication entre les parties devient essentielle sont nombreuses, à tel point que la communication occupe une place importante dans les contrats préparatoires destinés à encadrer des pourparlers et les négociations d'un contrat définitif. Mais si la communication entre les parties est fondamentale au stade de la formation du contrat, ne serait-ce que pour vérifier sa conclusion, c'est au stade de l'exécution du contrat que la communication prend sa dimension conventionnelle, encore que la clause de communication puisse également concerner des échanges devant intervenir dans la phase post-contractuelle. À ce stade de l'exécution du contrat, l'intérêt de la clause peut être mesuré par l'essor de la liberté et de l'unilatéralisme contractuel. En effet, ces deux phénomènes accroissent les situations où la communication entre les parties devient indispensable pour la production d'effets juridiques et probatoires de leurs actes, ainsi que pour faire courir des délais pour l'exercice d'un droit ou d'un devoir. Songeons à la proposition d'un avenant à un contrat, à une cession de créance, à une mise en demeure d'exécuter ou de prendre parti, à l'instar des actions interrogatoires créées par la réforme de 2016. Songeons encore à la dénonciation d'un défaut de conformité d'une marchandise ou d'un vice de droit, à l'octroi du débiteur d'un délai complémentaire d'exécution,
à la notification de réduction de prix ou encore à la déclaration de résolution du contrat. Au-delà de ces exemples, la communication permet aux parties de lever les doutes sur tel ou tel aspect du contrat, d'informer et de rassurer le co-contractant. Songeons, à titre d'exemple, à une vente internationale dans laquelle le vendeur remet les marchandises à un transporteur sans les identifier clairement au fin du contrat par l'apposition d'un signe distinctif sur les marchandises, par des documents de transport ou par tout autre moyen. Dans ce cas, une notification de l'expédition des marchandises à l'acheteur par laquelle le vendeur les désigne spécifiquement permettra de remédier aux inconvénients pouvant résulter de l'absence de toute identification lors de leur expédition. Quid de l'utilité de la clause face aux insuffisances des textes? Les clauses des communications révèlent tout leur intérêt face à l'insuffisance des textes quant à la nécessité et quant aux modalités de communication. Cette insuffisance résulte du fait que la communication contractuelle ne relève pas d'un régime général propre. En dépit d'une réglementation spécifique dans certains domaines, à l'instar de la vente internationale ou encore des contrats conclus par la voie électronique, le traitement de la communication entre les parties est plutôt fragmentaire et incomplet. En droit commun, aussi bien ces hypothèses d'intervention que le régime à observer ne sont que ponctuellement et partiellement définis par le législateur, voire par le juge. Voyons ainsi successivement les deux situations. Premièrement, l'insuffisance des textes quant à la nécessité de la communication. Deuxièmement, l'insuffisance des textes quant aux modalités de communication. Commençons donc avec l'insuffisance quant à la nécessité de la communication. Parfois la loi indique sa nécessité. Entendons la nécessité de communication ici à la fois comme une exigence et comme une faculté. Tel est le cas de la mise en demeure d'exercer l'option prévue à l'article 1183 du Code civil, selon lequel, je cite, « Une partie peut demander par écrit à celle qui pourrait se prévaloir de la nullité, soit de confirmer le contrat, soit d'agir en nullité dans un délai de 6 mois à peine de forclusion. » Dans de nombreux autres cas, en revanche, l'incertitude règne. Tantôt les textes gardent le silence sur la nécessité de communication, tantôt les textes se montrent imprécis. En ce qui concerne le silence des textes quant à la nécessité de communication, prenons l'exemple du refus d'exécuter en cas de risque d'inexécution du contrat. Selon l'article 1219 du Code civil, je cite, « Une partie peut refuser d'exécuter son obligation alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. » Cette disposition, claire à certains égards, garde le silence sur la nécessité de communiquer à l'autre partie le refus d'exécution. Ce silence de la loi paraîtra incompréhensiblement sélectif, puisque l'article 1220 du Code civil établit, lui, un devoir de notification à la partie qui décide de suspendre l'exécution pour risque d'inexécution du contrat. Certes, les hypothèses sont distinctes. Dans le premier cas, l'inexécution est avérée, tandis que dans le second, elle ne l'est pas encore. Mais il est manifeste que l'exécution n'aura pas lieu à l'échéance. Pourtant, justifie-t-elle pour autant une différence de traitement en matière de communication? Doit-on, dans ce cas, raisonner par analogie et déduire de l'article 1220 l'obligation de notifier la volonté de refuser l'inexécution prévue à l'article 1219? En ce qui concerne l'imprécision quant à la nécessité de communication,
L'imprécision dans ce cas résulte de la notion même de notification. En effet, les manifestations de la notification en droit positif sont nombreuses et le terme est rattaché à différents phénomènes. Si bien qu'en présence d'une disposition légale se référant à la notification, il faut connaître la nature de la notification à la réaliser. Souvent, cet élément n'est pas fourni. Comme nous l'avons dit, la notification est un moyen par lequel une personne porte quelque chose à la connaissance d'autrui. Suivant leur objet, les notifications peuvent soit porter sur une volonté, soit porter sur un fait autre qu'une volonté, à l'instar d'un acte juridique déjà accompli. Pensons à la notification de la cession d'une créance. Suivant leur nécessité, les notifications sont soit constitutives, soit autonomes de leur objet. La notification est constitutive, comme dans le cas d'une offre, lorsqu'elle est nécessaire à la réalisation des effets juridiques attachés à son objet. La notification est autonome lorsqu'elle ne porte que sur un fait et ne participe pas à sa perfection. Si la notification constitutive est toujours facultative, certaines notifications autonomes peuvent être rendues obligatoires par la loi. Dans ce cas, les effets juridiques du fait notifié n'en dépendent pas, mais certains effets sont attachés à l'absence de notification. Dès lors, en présence d'une notification à réaliser, le terme y figurant dans le texte, il faudra toujours opérer une série de distinctions pour connaître la nature de la notification en cause. Prenons l'exemple de la notification d'une cession de créance au cédé aux fins d'opposabilité prévue à l'article 1324 du Code civil. S'agit-il d'une notification de volonté ou de notification d'un fait? Est-elle constitutive ou autonome de son objet? Si elle est autonome de son objet, est-elle obligatoire ou facultative? L'imprécision pouvant affecter la notification, la notion même de notification, s'étend naturellement aux formules l'exprimant implicitement. L'exemple de la compensation est à ce titre éloquent. Selon l'article 1347, alinéa 2 du Code civil, la compensation, je cite, s'opère sous réserve d'être invoquée à la due concurrence à la date où ces conditions se trouvent réunies. La manifestation par laquelle l'ayant droit exerce la faculté que lui accorde la loi constitue-t-elle une notification d'un fait ou d'une volonté? Dans ce dernier cas, s'agit-il d'une notification réceptice? Le doute est d'autant plus sérieux que l'indication de la date où la compensation produit ses effets n'est pas associée à celle de son invocation, et donc de sa notification, mais à celle où ces conditions se trouvent réunies. Dans toutes ces situations donc, la clause de communication apparaît comme un moyen efficace de dissipation de doute quant au caractère facultatif ou obligatoire de la notification à réaliser, peu importe son objet. Les exemples pourraient être multipliés à loisir et comme celui-ci, recèlerait déjà une seconde et plus grande précision, celle relative aux modalités de communication retenues par la loi. Sur ce point aussi, la loi indique parfois les modalités de réalisation de la communication. Prenons un exemple fourni par le Code des assurances. L'article L113-12 dispose que, je cite, « L'assuré a le droit de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'1 an en envoyant une lettre recommandée à l'assuré au moins 2 mois avant la date d'échéance. » Mais, dans de nombreux autres cas, ici encore, l'incertitude prévaut également en raison de l'emploi du terme notification. En effet, en présence d'une disposition se référant à la notification, il faut connaître non seulement la nature de la notification à réaliser, mais aussi l'instant où celle-ci s'accomplit. Souvent, cette information n'est pas non plus fournie. Or,
la notification est un processus de communication dont la finalité est la réception de son contenu par le destinataire. Qu'elle porte sur une volonté ou sur un fait, qu'elle soit constitutive ou autonome, la notification comporte deux phénomènes qui se succèdent: l'émission par le notifiant et la réception du contenu à notifier par son destinataire. La perfection de la notification peut osciller entre ces deux moments. L'accent peut être mis tantôt sur l'émission, tantôt sur la réception. Cette distinction est déterminante lorsque la notification intervient entre absents. Se tenant à la communication d'une volonté, plusieurs textes retiennent une exigence de notification sans pour autant indiquer le système retenu pour sa perfection. Aucune indication n'est par exemple fournie quant au caractère réceptif des notifications, de l'exception d'inexécution, de la réduction de prix, de la résolution pour une exécution, qui sont prévus aux articles 1220, 1223 et 1224 du Code civil respectivement. Parfois, une modalité de notification est indiquée, mais le système retenu demeure incertain. Tel est par exemple le cas des notifications devant être faites sous la forme d'une lettre recommandée, comme la résiliation d'un contrat d'assurance prévu à l'article déjà cité L113-12-12 du Code des assurances. Et sur cette notification, justement, alors que les juges du fond ont retenu le système de la réception, la Cour de cassation, quant à elle, a estimé que l'émission de la notification suffisait pour parfaire l'acte. À ces imprécisions s'ajoutent celles liées aux critères de la réception lorsque la notification est réceptrice. Faut-il exiger une connaissance effective du contenu de la notification pour qu'elle soit parfaite, ou sa réception, par laquelle la connaissance effective serait présumée, suffit-elle? Hormis la communication électronique, la loi et a fortiori la jurisprudence définit, le cas échéant, différemment l'instant exact auquel le contenu notifié intègre les sphères d'influence de son destinataire. Tantôt le critère de la réception est mis en avant, tantôt celui de la prise en connaissance est retenu. Dans un tel contexte d'incertitude, le recours à une clause de communication devient crucial. Se pose alors la question du contenu de cette clause et donc de quelques conseils de rédaction. Voilà notre troisième point, les conseils ou quelques conseils de rédaction. Le principal conseil consiste à identifier les questions auxquelles la clause doit répondre. Schématiquement, et suivant la méthode ou la technique qui m'a révélé d'ailleurs pour ses travaux le professeur Pierre Mousseron, 9 interrogations permettent d'éclairer son contenu, à savoir qui communique, à qui communiquer, que communiquer, où communiquer, quand communiquer, comment communiquer, quand considère-t-on la communication parfaite, retient-on le système d'émission, le système de réception, pourquoi communiquer, et enfin, que se passe-t-il en cas de défaillance de la communication? Une fois que ces questions auront été appréhendées, voire répondues, se pose alors nécessairement la question de la marge de liberté dont disposent les parties lors de la rédaction de la clause par rapport à chacune de ces interrogations. Pour y répondre, il convient d'abord de s'intéresser à l'éventuelle impérativité de la communication en question. Cette impérativité peut concerner aussi bien l'exigence de communication que les modalités de sa réalisation. Pourtant, il peut être difficile de connaître l'impérativité d'une règle dans un domaine aussi peu investi par le législateur et au sein duquel l'autonomie des parties constitue le principe. S'il est certain que les communications facultatives peuvent être rendues obligatoires par une stipulation, un doute peut exister quant à la possibilité de rendre facultative
ou de modifier le contenu d'une notification autonome prévue par la loi. Prenons l'exemple de l'article 1133-3 du Code de commerce, selon lequel l'absence de notification motivée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée d'une avarie adressée au transporteur dans les 3 jours qui suivent la réception des objets transportés entraîne la déchéance de toute action contre le voiturier pour l'avarie ou perte partielle. Est-ce que les parties peuvent-elles en disposer autrement? La question est posée. En rapport avec cette question de l'impérativité, il faut ensuite s'intéresser à l'objectif de la norme qui prévaut en matière de communication entre les parties. Prenons l'exemple de la question du moment de la réception d'une communication. La corrélation entre le niveau de certitude exigé et l'intérêt à protéger peut conduire le législateur ou les juges à privilégier le critère de la connaissance effective plutôt que celui de la présomption par la réception. La présomption d'une telle connaissance. Tel est le cas en matière de responsabilité du mandataire. L'article 1205 du Code civil dispose que le mandataire est responsable pour les actes accomplis après la révocation notifiée du mandat. Compte tenu de cette exposition à la responsabilité, la jurisprudence précise que la révocation n'est opposable au mandataire qu'au jour où il y a eu connaissance de la volonté du mandant et non au jour où cette volonté s'est exprimée. De lors, si la présomption de la connaissance du contenu de la communication par la réception devait être souvent privilégiée par les parties en raison de son pragmatisme, notamment dans le champ probatoire, dans les situations justifiant une protection accrue des intérêts du destinataire, une clause stipulant le critère de la réception pourrait être mise à mal. Il faut donc être dans une espèce de prise en compte de la nécessité ou non de prendre de la part du destinataire connaissance effective du contenu de la communication, c'est-à-dire presque de la notification. De plus, il faut être attentif au risque de recourir à certains systèmes de référence au moment de composer la clause. En effet, les parties pourraient songer à recourir à un système de notification prévu par le Code de procédure civile, par exemple, en se fondant sur l'article 651, dont l'alinéa 3, dispose que, je cite, « La notification peut toujours être faite par voie de signification, alors même que la loi l'aurait prévu sous une autre forme. » La Cour de cassation a déjà admis que cette disposition trouvait à s'appliquer hors du domaine judiciaire, par exemple pour la notification d'un licenciement. Elle semblerait s'y opposer aujourd'hui. Le système de notification prévu par le Code de procédure civile serait formellement restreint aux actes de procédure. Quoi qu'il en soit, la condition de prévision légale d'une notification sous une autre forme posée par l'article 651 alinéa 3 du Code de procédure civile pourrait faire souvent défaut, puisque nous avons vu, les textes sont, dans de nombreux cas, insuffisants en matière de communication, voire de notification. Une fois que ces risques auront été évités ou maîtrisés, la clause de communication produira pleinement ses effets. L'illustre une décision de la Chambre commerciale datant du 3 octobre 2006. Un arrêt concernant un droit de préemption contractuel en cas de cession d'action. Alors que le contrat prévoyait que le droit de préemption devait être exercé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le bénéficiaire avait fait assigner le vendeur, son épouse et la société dont les actions étaient en cause, afin de voir juger que la vente était parfaite entre les parties et désigner, en vertu de la détermination du prix, l'expert prévu par le contrat.
Ces demandes ont été rejetées par la Cour d'appel. S'appuyant sur l'alinéa 3 de l'article 651 du Code de procédure civile, le bénéficiaire s'est pourvu en cassation. La Chambre commerciale a rejeté le pourvoi en relevant que le contrat stipulait la modalité d'exercice du droit de préemption, ce dont il résulte que l'article 651 était sans application à cette notification qui n'était pas de nature contentieuse. Au moment de rédiger la clause, il convient également d'envisager les conséquences de la défaillance de la communication. Prenons l'exemple d'une vente internationale de marchandises. Une fois le contrat conclu, la Convention de Vienne fait peser sur le destinataire le risque de la bonne et complète transmission de la communication durant la phase d'exécution du contrat. Selon son article 27, je cite, « Sauf disposition contraire expresse de la Convention, si une notification, demande ou autre communication est faite par une partie au contrat, par un moyen approprié aux circonstances, en retard ou en erreur dans la transmission de la communication, ou le fait qu'elle n'est pas arrivée à destination, ne prive pas cette partie au contrat du droit de son prévaloir. Selon cette règle, il suffit donc pour la partie déclarante d'expédier sa communication, le système de l'émission, en utilisant un moyen de communication approprié. Cette partie n'a pas à prouver que la communication est parvenue à son destinataire. Cette règle de l'article 27 de la Convention s'applique par exemple à la notification d'un défaut de conformité ou de prétention d'un tiers, articles 39 et 43 de la Convention, aux demandes d'exécution en nature, prévues à l'article 46, ou encore de réduction du prix, prévues à l'article 50, tout comme de dommages et intérêts, prévus à l'article 45, ou d'intérêts, prévus à l'article 78. Cette règle s'applique aussi à une déclaration de résolution, articles 49, 64, 72 et 73 de la Convention, ou encore au fait d'impartir un délai supplémentaire pour l'exécution du contrat, hypothèse prévue aux articles 47 et 63 de la Convention. Rappelons aussi qu'en tant que principe général applicable à la phase d'exécution du contrat, le principe de l'expédition vaut aussi pour toute autre communication éventuellement prévue pour les parties dans leur contrat de vente internationale. Les parties à un contrat de vente international régi par la Convention peuvent cependant inverser cette règle et convenir que la communication doit être reçue pour produire effet. Cela est possible en raison de l'article 6 de la Convention selon lequel, je cite, « Les parties peuvent déroger à l'une quelconque de ces dispositions ou en modifier les effets. » Dans la perspective d'assurer un meilleur équilibre contractuel, les parties auront tout intérêt à privilégier le critère de la réception concernant leurs échanges, en précisant que la réception implique, par ailleurs, une présomption de connaissance effective de l'information transmise. Ce faisant, la clause va donc répartir les risques entre les protagonistes en fonction de la sphère de pouvoir dans laquelle se trouve la communication, puisqu'elle joue en faveur tant de l'auteur de l'acte, en cas de rétractation par exemple d'une manifestation de volonté, que du destinataire qui, lui, a la possibilité de prouver qu'il était dans l'impossibilité légitime d'en prendre effectivement connaissance au moment de sa réception. Enfin, quelques derniers conseils. Il est important, notamment dans les contrats internationaux, de définir les termes indispensables à la bonne compréhension du système de communication retenu par les parties. Ainsi, si la forme écrite est privilégiée, les parties prendront le soin de préciser que le terme écrit comprend également toute communication électronique pouvant être sauvegardée sous une forme intelligible. Il en est de même à propos de la langue utilisée pour la communication. Pour produire effet,
la communication doit être faite dans la langue que les parties comprennent ou, à tout le moins, que le destinataire comprend. Pour éviter toute difficulté à ce sujet, il convient de choisir expressément la ou les langues de la communication. Aussi, profitant de l'exemple du critère de réception de caractère présomptif, les parties pourront ou auront tout intérêt à définir le moment où elles considèrent que la communication parvient à son destinataire, notamment dans les communications électroniques. Ainsi, les parties pourront préciser que le terme « parvient », s'il est utilisé dans le contrat, désigne le moment où une communication électronique est entrée dans le serveur du destinataire de la communication. Cette précision permet d'inclure les Short Message Service, le SMS, ainsi que les messages échangés dans des applicatifs tels que WhatsApp. Mais pour éviter toute discussion sur les moyens admis et sur les répercussions sur la preuve de la communication, il convient de bien définir les formes admises pour leur communication. Il convient donc aux parties d'être attentifs à propos de la définition des formes admises dans les communications entre elles. Aussi, il faut être attentif à l'efficacité des communications adressées à des intermédiaires. Leur efficacité réclame un pouvoir de représentation. Par exemple, l'acheteur peut perdre ses possibilités de recours pour défaut de conformité des marchandises livrées s'il transmet la notification de défaut de conformité à la mauvaise personne. Dans les contrats internationaux, l'exigence et l'étendue du pouvoir de représentation dépendent du droit national applicable. En France, ce droit est désigné conformément aux règles de conflit prévues à la Convention de La Haye de 1978 sur la loi applicable aux contrats d'intermédiaire et à la représentation. Afin d'éviter le jeu des dispositions nationales et les incertitudes résultant de leur méconnaissance et de leur divergence, les parties conviendront sur les communications devant impliquer plusieurs intermédiaires. Outre l'indication des intermédiaires concernés ou l'indication des éléments permettant d'identifier les intermédiaires concernés, la clause de communication devrait prévoir les hypothèses et les modalités de communication concernant ces intermédiaires, ainsi que les conséquences d'une éventuelle défaillance les impliquant. Rappelons que, en application de l'article 27 de la Convention de Vienne, une juridiction allemande a considéré que le fait d'adresser une notification à un courtier indépendant qui n'agissait pas en qualité de représentant commercial du vendeur n'était pas un moyen de communication approprié vis-à-vis du vendeur. Et pour cette juridiction allemande, la notification ne serait réputée donnée par un moyen approprié que si le vendeur s'assurait lui-même de la fiabilité du courtier indépendant. L'acheteur devait aussi signifier au courtier que celui-ci devait jouer le rôle de messager, souligner l'importance de la notification et exercer un contrôle sur l'accomplissement de ce mandat. Voilà donc l'importance de prendre en considération, au moment de la rédaction de la clause, la communication devant intervenir entre les parties ou l'une des parties avec leurs intermédiaires ou les intermédiaires. Un dernier conseil utile pourrait être celui de la confidentialité des informations communiquées. Mais c'est déjà abordé le sujet de la prochaine communication assurée par Madame Julie Courtegallois. C'est pourquoi je vous propose de terminer ici cette intervention et pour cela, je vous remercie.